La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Pour la 6e fois, la commission de l'UEMOA passe en revue les réformes, programmes et projets communautaires mis en œuvre au Togo. Plusieurs jours de travail pour découvrir des avancées enregistrées ou non par le pays. Et puis à Kara, c'est une mission agricole chinoise qui est en visite dans les champs d'expérimentation de certaines cultures. La mission jugera de leur résistance aux maladies et de leur fort rendement pour les proposer in fine aux producteurs togolais. À découvrir donc dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Deux personnalités reçues ce lundi matin par la présidente de l'Assemblée nationale. D'abord, Yawa Djibori Tiegan s'est entretenu avec Joachim Tasso Villalonga, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, sur la coopération qui lie l'Union européenne au Parlement togolais. Puis la présidente de l'Assemblée nationale a exploré les différents axes du plan national de développement PND avec l'ambassadeur du Gabon au Togo, Saïd Abeloko. Nous écoutons les deux diplomates à leur sortie d'audience au micro de Robert Potobé. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame la Présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Tout d'abord, je lui féliciter par le travail qui fait, très dynamique, qui fait le Parlement, l'Assemblée nationale togolaise, en termes de, pas seulement budgétaire et législatif, mais aussi des contrôles du gouvernement, qui est très important. On s'est félicité aussi de l'excellent état de notre coopération, du soutien que nous apportons comme Union européenne en partenariat avec la Banque mondiale à l'Assemblée nationale, des différents projets. Et on a parlé aussi, bien entendu, des orientations budgétaires et de l'importance des allocations financières du budget qui soient en cohérence avec les plans nationaux de développement que nous soutenons également. Il existe déjà un partenariat entre le Parlement européen et le Parlement panafricain dans lequel il y a des membres de l'Assemblée nationale togolaise qui participent, et on a aussi l'Assemblée paritaire conjointe entre les pays africains ACP et l'Union européenne, et dans lesquels le Togo est un membre et participe aussi très activement avec des parlementaires européens. Donc il y a déjà deux niveaux de partenariat dans lesquels l'Assemblée nationale togolaise est impliquée, mais on pourrait pourquoi pas explorer d'autres possibilités dans ce sens également. C'était un honneur d'être reçu par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, avec qui nous avons échangé essentiellement sur le plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale qui est en cours d'adoption ici au Togo. C'est une initiative de l'Assemblée nationale togolaise qui intéresse beaucoup l'Assemblée nationale du Gabon, qui aimerait s'inspirer de ce fondement et aussi entamer les discussions, les échanges parlementaires entre les deux institutions pour voir dans quelle synergie ils peuvent s'accorder et créer des cellules de discussion pour parfaire les visions de ces institutions, pour que le développement et le fonctionnement surtout de ces institutions soient visibles par les populations. Les députés votent des lois, les populations ont élu ces députés. Lors des comptes rendus parlementaires, par exemple des vacances ou des vacances parlementaires, il y a des comptes rendus qui sont faits dans les localités. Donc les populations ne comprennent pas souvent l'expression ou la difficulté des lois, comment c'est l'expression des lois, et ne comprennent pas toujours. Donc les députés sont dans l'obligation de toujours expliquer aux populations. Mais dans l'institution qui est l'Assemblée nationale, aujourd'hui la vision que Madame la Présidente a inspirée, c'est que le fonctionnement de l'Assemblée aussi soit visible, que les populations comprennent ce qui se passe dans l'hémicycle, comment les travaux se dirigent et quelle vision elle entend donner à cette institution, tout en la modernisant.
Donc c'est cela que nous avons retenu du plan stratégique de l'Assemblée nationale togolaise. Et c'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale gabonaise a souhaité une collaboration beaucoup plus étroite avec l'institution togolaise pour la compréhension de ce plan, de s'inspirer de ce plan pour organiser aussi un plan qu'on pourrait appeler autrement, mais stratégique aussi, de l'Assemblée nationale et du côté du Gabon. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 10e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, mardi 10 novembre 2020, à 15h au siège de l'Assemblée nationale. La commission de l'UEMOA, je vous le disais en titre, passe en revue avec le gouvernement l'état de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Togo. Ce 6e exercice qui se tient depuis ce matin à Lomé est consacré à l'évaluation de l'application des 116 textes réglementaires ainsi que les 11 programmes et projets communautaires. L'on s'attend à de belles performances au regard des avancées enregistrées par le pays sur ces 3 dernières années. Le compte rendu avec Luc Assis. C'est une phase décisive dans l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA. La 6e revue annuelle de l'Union relative aux initiatives communautaires le démontre. 116 tests réglementaires, 11 programmes et projets communautaires pour un montant de 23 milliards 155 139 000 francs CFA sont évalués. Finalité, identifier et anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement pour les réformes et projets communautaires. Ceci en vue de les aplanir et donner une nouvelle impulsion au processus d'intégration régionale dans l'espace. Cet exercice crée naturellement une émulation au niveau de tous les États membres parce qu'il s'agit d'identifier et de déterminer le profil d'intégration de chaque État. En ce qui concerne particulièrement le Togo, le pays a enregistré des avancées importantes. Nous étions à un taux de mise en œuvre des réformes qui se situait autour de 62% en 2017. Et nous sommes passés à 64% en 2018. Lors de la revue, la dernière, celle de 2019, le Togo a enregistré un bond important, passant à 71% dans la mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne la mise en œuvre des projets, nous sommes à un taux d'exécution de projets communautaires de l'ordre de 66%. Tous ces éléments classent naturellement le Togo parmi les États membres de l'UEMOA qui font des progrès importants. Donc nous encourageons les autorités togolaises à maintenir la cadence des réformes. Le Togo est un pays réformateur par excellence. Par excellence, vous vous référez au rapport de la Banque mondiale, au rapport Doing Business. Et donc, cette même tendance-là doit pouvoir se refléter, et je voudrais dire de façon encore plus forte au niveau de notre zone. Le dispositif contribue à l'harmonisation des législations nationales, à la coordination des politiques sectorielles nationales et à la bonne exécution des projets et programmes communautaires. Le ministère de l'Économie et des Finances a rappelé l'importance des réformes opérées par le pays pour attirer davantage d'investisseurs pour la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Le Togo, qui s'est inscrit de plein pied dans le budget programme, a bouclé l'application des 8 directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA en adoptant le décret portant régime financier des collectivités territoriales. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a échangé ce matin à Lomé avec les fondateurs, directeurs et promoteurs des établissements privés. Il était question d'échanges sur de nouvelles normes à introduire dans le fonctionnement de ces universités privées. Le compte rendu avec Ulrich Amega et Sonia Aminikbo. D'un côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Iwu Wateba, et de l'autre, directeurs, fondateurs et promoteurs d'établissements privés du supérieur réunis au sein du Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur CEPES. Au centre des échanges,
la question de l'accompagnement des établissements privés d'enseignement supérieur dans le montage des dossiers d'accréditation au CAMES et celle relative à la mise en place d'un comité ministériel de suivi des 10 établissements à tous les niveaux. La gestion de la rentrée prochaine à l'heure du Covid-19 était également à l'ordre du jour. Nous avons eu une rencontre riche, dense et fructueuse avec Monsieur le ministre. Des échanges vraiment fructueux ont été faits et nous sommes totalement satisfaits sur toute la ligne. Des points d'ombre ont été dissipés, des explications ont été données, des clarifications ont été mises là où il fallait. Je crois que tout le conseil aujourd'hui a été édifié. Cette rencontre fait suite à un mémorandum soumis au ministre par le CEPES à la suite de la circulaire faisant état de la suspension des inscriptions dans les universités privées. C'est des décisions administratives pour lesquelles il y avait lieu de s'expliquer pour que nous puissions tous évoluer ensemble. L'occasion a permis d'expliquer l'esprit de ces décisions qui sont de nature plutôt à permettre d'atteindre l'assurance qualité. Il y a lieu d'évaluer chaque fois pour voir là où il y a eu des faiblesses et essayer de renforcer. L'objectif de l'exercice, ce n'est pas d'empêcher les gens d'évoluer, mais c'est amener les gens à être plus compétitifs et répondre mieux aux besoins de terrain. Nous avons des exigences qui ne sont pas que nationales, il y a des exigences régionales. Régionales, à savoir les exigences du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, les exigences au niveau international qui demandent à savoir qui fait quoi, qui enseigne quoi, à qui et dans quelles conditions. À l'issue de la rencontre, le CEPES s'engage à être désormais dans les normes établies. Le ministre Majesté Iwuateba rassure de la volonté du gouvernement à ne pas lésiner également sur les moyens en ce qui concerne l'accompagnement de ces établissements privés. Et à Kara, le ministre Ouatteba était plutôt en visite à l'université publique, celle de Kara. Il y a rencontré les premiers responsables, le personnel administratif, les enseignants et les étudiants dans le cadre d'une prise de contact. Nestor Mozo pour le compte rendu. Nouvellement nommé à la tête du département de l'enseignement supérieur, le ministre Majesté Iwuateba a entrepris de rencontrer les acteurs de l'université de Kara. Il a d'abord visité les infrastructures du campus sud, notamment les décanats, la direction des affaires académiques et de la scolarité et les amphithéâtres. Ensuite, le ministre a eu droit à une présentation sur les infrastructures et leur capacité d'accueil, le tableau synoptique des ressources humaines, le tableau des offres de formation, l'état de la recherche et l'environnement numérique de travail. Après cette présentation, il a échangé avec le monde universitaire sur différents sujets liés aux conditions de travail et aux défis à relever. Le président de l'université de Kara salue cette visite du ministre. Le ministre a eu l'occasion de voir tout ce qui se fait à l'université de Kara et comment cela se fait. Nous avons saisi l'occasion pour lui montrer comment l'université de Kara était déjà positionnée pour l'accompagner dans les différents projets qui sont sur sa feuille de route. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est réjoui des efforts que l'université de Kara fournit pour devenir un pôle d'excellence. Nous avions vu que l'université, notamment le campus sud, a été totalement clôturé. Il y a des bâtiments qui ont été rénovés. Le grand amphithéâtre dans lequel nous avons fait cette rencontre est un amphi flambant neuf. Nous avons aussi remarqué un corps enseignant dévoué. Les étudiants sont très engagés, très volontaires. C'est une université qui surprend agréablement par le développement des filières professionnalisantes. Enseignants, syndicats, étudiants et personnel administratif ont exprimé leurs besoins. Besoins que le ministre a promis de contribuer à satisfaire dans la mesure du possible dans un contexte économique difficile dû à la pandémie de la Covid-19. Et le ministre de la Communication et des Médias poursuit lui aussi sa tournée de prise de contact dans les départements relevant de son ministère. Le professeur Akoda Iwadan était dans les locaux de la Radio Lomé et de l'agence togolaise de presse ATOP ce matin. Le point avec Isaka Aruna et Sandra Aziabi.
Professeur Rakoda Ayiwadan, au contact du personnel de Radio Lomé et de l'agence togolaise de presse ATOP. Ici, le ministre de la Communication et des Médias fait connaissance avec les deux administrations, les techniciens et journalistes. Il partage avec ces derniers les attentes du gouvernement et recueille leurs doléances en vue d'une bonne collaboration de travail. Après ces échanges, place à la visite du cadre de travail. Département après département, le ministre a pu toucher du doigt certaines réalités. La question du personnel est une question fondamentale. La question de l'archivage a été évoquée. Les doléances qui ont été exprimées ici ne resteront pas lettres mortes. Je ne dis pas non plus que tout sera réglé d'un coup de baguette magique. Ce que je promets en tout cas, c'est que progressivement, avec les moyens dont nous disposons, nous allons commencer à proposer des solutions pour qu'à la fin, les uns et les autres puissent être fiers de ce qu'ils font au quotidien et puissent se lever le matin et être heureux de venir au travail. Le gouvernement fera sa part. Il nous appartiendra aussi de faire notre part pour qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, qui sont des objectifs très simples. Continuer à donner l'information, la bonne information à nos populations, à les éduquer, à les divertir, continuer à améliorer notre cadre de vie et continuer aussi à améliorer nos équipements. Cette visite jette les bases d'une franche collaboration qui facilitera à coup sûr la réalisation de la mission assignée au département de la communication par le chef du gouvernement. Une mission chinoise a procédé à des essais de culture dans la Kosa et dans les préfectures environnantes. Le riz et le maïs sont les cultures concernées. Il s'agira de retenir les variétés à fort rendement et résistantes aux maladies pour permettre aux producteurs d'en tirer un meilleur profit de leur travail. Nestor Mozo s'est rendu sur certains sites pour voir ce qui est fait concrètement. Et voici son reportage. C'est l'un des sites exploités par la 7e mission chinoise de coopération technique sur l'agriculture. Ce site se trouve à Pia, dans la Kosa. Ici se font des expérimentations sur la culture du riz. Pas moins de 7 variétés hybrides importées de la Chine sont testées. À ces variétés s'ajoute une espèce locale, le IR 841. Le travail suit un certain nombre d'étapes avec un calendrier. Première étape, c'est le labourer du champ, labourer et herçage du champ. Pour faire le champ être plat. Et après, c'est le semer. 10 jours après, comme ça, on va enlever les herbes dans le champ. Et après, 30 jours à 40 jours, on va mettre les engrais additionnés. Et après, il faut voir s'il y a des insectes ou quelques maladies. Donc, il faut traiter les insecticides ou pesticides. L'intérêt des essais est de voir le comportement, l'exigence des variétés afin de déterminer leur adaptabilité au milieu. Tout cela se fait avec la participation des services techniques nationaux, l'ICAT, l'ITRA et la Direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Les différentes variétés hybrides de Chine et les variétés locales, on va voir son différence, par exemple le rendement, la résistance aux maladies, et par exemple le cycle et certaines différentes caractéristiques. On va sélectionner certaines variétés de haut rendement et de bonne résistance aux maladies et on va essayer de vulgariser. Toutes les variétés hybrides ont un rendement plus de 7 tonnes et c'est presque 20 à 30% que la variété locale. Ils ont l'expertise scientifique. Nous faisons un accompagnement technique. Actuellement que le climat change, on doit trouver des variétés à cycle court et très rentables, très productives. Les semences hybrides pour les essais proviennent de la Chine, mais la mission agricole chinoise a entamé un transfert de technique aux techniciens de l'ITRA pour la production sur place. D'ailleurs, un site d'expérimentation est en cours à Chichao, non loin du site de Pia. En dehors du riz, des tests sont aussi réalisés sur la culture du maïs à Abouda, toujours dans la Kosa. Ici, la variété locale Ikene est associée à 2 variétés hybrides de la Chine. Ce sont les variétés hybrides. Normalement, ils ont quelques avantages. Par exemple, le premier, le débit du maïs, c'est dans le même niveau. C'est plus favorable de rigoder par machine. Normalement, ça peut être 67 500
plants par hectare. Comme ça, le rendement doit être 6 tonnes et demi à 7 tonnes un hectare. La 7e mission chinoise de coopération technique sur l'agriculture a commencé ses activités en mai 2019. Elle va achever son travail en mai 2022. Togo Invest se réinvente pour accélérer l'émergence nationale. Au début du mois de septembre 2020, l'institution a entamé le processus d'élaboration de son plan stratégique couvrant la période de 2021 à 2025. Un cadre de référence pour aider le gouvernement à atteindre les objectifs fixés dans le plan national de développement PND. Le point avec Ekoui Salah. L'apport de Togo Invest dans l'atteinte des objectifs de la nouvelle vision stratégique de développement du Togo est très attendu. La structure veut miser sur son plan stratégique 2021-2025 pour remplir sa mission, celle de faciliter la mobilisation des investissements publics et privés pour booster le développement socio-économique. À travers son plan, Togo Invest aura une facilité à mettre en œuvre les projets d'investissement et mettre en place des garanties. L'institution sera en mesure d'apporter des solutions innovantes et durables en vue d'attirer des investissements à fort impact socio-économique et renforcer son positionnement stratégique. À terme, la stratégie permettra au pouvoir public de tenir les engagements pris dans le contexte du plan national de développement. Ceci grâce aux ressources mobilisées via les modes et les véhicules financiers privilégiés par Togo Invest. Principal bras armé financier de l'État, Togo Invest s'est déjà fait remarquer à travers Kifema Capital, destiné à motiver les opérateurs économiques à investir dans de grands projets, de bénéficier de transferts de technologie et bien d'autres avantages. Kekeli Efficient Power est le premier projet sur lequel est intervenu Kifema Capital. Togo Invest est également porteur du projet Corridor de transport du Togo, un projet pensé pour développer un réseau d'infrastructures de transport moderne allant du port autonome de Lomé à la frontière nord du Burkina Faso. L'objectif est d'améliorer l'efficacité du corridor Lomé-Saint-Cassé tout en libérant les potentiels économiques de toutes les régions du pays. Grâce à ce projet, un port sec sera développé sur une superficie de 100 hectares à Saint-Cassé et un chemin de fer de 670 km sera construit. Togo Invest contribuera aussi à bâtir une plateforme logistique multiservice et une zone économique spéciale pour transformer structurellement l'économie. La plateforme consiste à développer à 7 km du port autonome de Lomé une infrastructure logistique composée d'une route dédiée à l'accès au port, un espace de stationnement pour les camions, des infrastructures de base sur le site, un centre logistique et de contrôle, des bureaux, logements et restaurants. L'institution met un accent particulier sur les projets à haute valeur économique et sociale, notamment dans les secteurs agricoles, aéroportuaires, énergie, finances et infrastructures publiques. Togo Invest a établi des critères que chaque porteur de projet structurant doit respecter. Parmi ces critères figure la création d'emplois pour la jeunesse togolaise et le respect des règlements en vigueur dans le pays. À ce jour du lundi 9 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2523, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1736. 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 730 et le nombre de décès est de 57. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Après plus de 4 jours, le verdict des urnes aux États-Unis a donné Joe Biden vainqueur. L'ex-vice-président de Barack Obama est devenu le 46e président des États-Unis. Et le président déchu, Donald Trump, conteste et rejette les résultats. A-t-il une chance de parvenir à son ambition? Et quelle serait la nature des prochains rapports des États-Unis avec l'Afrique sous l'ère Joe Biden? Augustin Kossi a posé ces questions à Kofi Kpaye, spécialiste de l'histoire des relations internationales. Voici leur entretien. Merci beaucoup Anita. Bonjour Monsieur Kofi Kpaye. Bonjour. Vous êtes
maître assistant en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des relations internationales. Vous êtes également le chef du département d'histoire et d'archéologie ici à l'université de Lomé, n'est-ce pas? C'est exact. Aux États-Unis, Joe Biden et son équipe s'apprêtent à entamer une transition qu'on peut qualifier sur le fil du rasoir. Dans une Amérique divisée, fracturée, de plus en plus fragilisée par le Covid-19, la situation semble mise à mal tout simplement. L'élection du 46e président des États-Unis ou bien de la première démocratie au monde défraie la chronique. Le président élu Joe Biden s'érige déjà en homme rassembleur et le président déçu Donald Trump en déni. Dites-nous, professeur, si l'offensive judiciaire entamée par Donald Trump a une chance d'aboutir. Bien, avant d'arriver à une conclusion sur les tentatives judiciaires que le président sortant Donald Trump est en train d'engager, je voudrais d'abord rappeler que le président sortant Donald Trump avait commencé déjà à dénoncer l'organisation matérielle de l'élection présidentielle de cette année aux États-Unis, surtout en s'attaquant au vote par correspondance. Et donc, au fait, cette situation, cette prise de position de Donald Trump vient du fait que sur 46 États des États-Unis, il y a 24 États dirigés par des démocrates et 22 dirigés par des républicains qui avaient fait le choix de valider le vote par correspondance. Donc, d'ores et déjà, avant même le scrutin, Donald Trump était dans la stratégie de la contestation du déroulement et des résultats qui sortiront des urnes. Donc aujourd'hui, avec la proclamation de la victoire de Joe Biden, on comprend logiquement que Donald Trump soit dans cette situation. Alors, si nous revisitons l'histoire récente des États-Unis, on a remarqué qu'en 2000, lors de l'élection présidentielle qui a amené au pouvoir George W. Bush, Junior Walker Bush, donc il y avait eu un problème, il y avait eu un problème de recomptage des voix. Et donc la Cour suprême fédérale avait invalidé une décision de la Cour locale qui s'opposait au recomptage des voix. Donc cela a fait qu'on a revu ces voix-là et finalement c'est ça qui a permis à George Walker Bush de remporter cette élection. Ça veut dire que visiblement on peut dire que Donald Trump ne paraît pas vouloir accepter sa défaite. Non, il ne veut pas accepter. Et s'il s'enferme dans cette posture, quels sont les scénarios possibles qui peuvent conduire à une sortie de crise actuellement aux États-Unis? Non, ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, les institutions démocratiques, les institutions électorales, les institutions judiciaires sont très fortes. Et tout marche sur des décisions de justice. Si Donald Trump persiste dans cette posture-là à vouloir ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden, ce qui va l'amener à ne pas vouloir quitter la Maison-Blanche, mais comme on le dit souvent, s'il ne quitte pas la Maison-Blanche va le quitter. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, il est en train de faire tout ce blablabla, mais en réalité, force restera à la loi. Et Donald Trump sera obligé d'accepter et de quitter la Maison-Blanche et de quitter le pouvoir. Parce que c'est le peuple américain qui a confié son destin à un président qui est élu. Alors, les observateurs internationaux, notamment ceux de l'OSCE par exemple, qui ont supervisé cette élection, ont prouvé à suffisance que cette élection a été une élection propre. Et ce que nous remarquons, ce que nous constatons également, c'est que Donald Trump porte des accusations sans en apporter la moindre preuve. Donc vous voyez que finalement, il va tout droit dans le mur. Et si vous voyez même les réactions de par le monde, même à l'interne, George W. Bush a reconnu hier dans un entretien que félicité aussi Joe Biden et a montré que l'élection a été propre. C'est un républicain. Donc pour comprendre que Donald Trump est en train de persister dans cette erreur-là, finalement, il sera lâché par beaucoup de républicains. Et quand tout le comptage des votes sera terminé et tout le compte sera fait et que la Cour suprême va se prononcer, Donald Trump sera obligé de reconnaître sa défaite et de partir. Mais pendant tout ce temps, il aura laissé une image sale d'un président sortant américain, ce qui est inédit, ce que nous n'avons jamais vu dans l'histoire des États-Unis.
que vous avez qualifié tout à l'heure de la première démocratie au monde. Lorsque nous regardons un peu dans le rétroviseur, au début de son mandat en 2016, Donald Trump avait traité les États africains de pays de merde, allant jusqu'à inscrire le Soudan sur la liste des pays qualifiés par les États-Unis d'États bandits qui soutiennent le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous retrouvons aux États-Unis, aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas mal à ce que nous appelons par la démocratie? Oui, ce qui se passe donne une mauvaise image des institutions démocratiques aux États-Unis parce que les États-Unis sont cités en référence. Et voilà que ce que nous remarquons dans les pays africains, généralement, au lendemain des scrutins, il y a ce tiraillement entre les différents participants à cette élection. C'est cette image-là. Mais souvent en Afrique, c'est l'opposition qui crie qu'on l'a volé, mais cette fois-ci aux États-Unis, c'est le parti républicain, c'est Donald Trump qui est au pouvoir, président sortant qui crie au voleur. Personnellement, Donald Trump n'est pas en train de me surprendre. Parce que si vous analysez tout le mandat que Donald Trump, tout son mandat à la tête des États-Unis, vous allez remarquer que c'est une personnalité assez controversée et assez complexe. C'est quelqu'un, durant son mandat, qui a multiplié beaucoup de maladresses, à la fois diplomatiques, politiques, à l'interne, etc. Donc, ça, ce qu'il démontre aujourd'hui n'est que l'aboutissement de la personnalité qu'il est. C'est pour dire qu'il savait bien, avec les sondages, avec les différentes difficultés qui ont émaillé les derniers mois, voire les dernières années de son mandat, cela donne la suffisance à comprendre que Donald Trump est dans une logique donnée et qui n'est aujourd'hui, ce qu'on constate n'est que l'aboutissement de la complexité de la personnalité elle-même. Aujourd'hui, on peut dire que le 46e président des États-Unis, c'est Joe Biden. Quelle serait la nature de la relation qu'il pourrait éventuellement entretenir avec les États africains? Je crois qu'avec l'arrivée de Joe Biden, désormais la politique étrangère des États-Unis va renouer avec le professionnalisme diplomatique qu'on lui connaît. C'est-à-dire qu'il y a certains langages qu'on n'utilise pas en diplomatie et c'est ce qu'on a vu tout au long du mandat de Donald Trump. Donc à l'égard de l'Afrique, la rhétorique va changer quand même. Ce dernier avait même menacé de réduire la contribution des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il avait même menacé de retirer ces drones ou bien des drones qui contribuent au renseignement. Avec l'avènement de Joe Biden, Joe Biden n'ira pas jusque-là pour réduire la contribution des États-Unis à la lutte contre le terrorisme. Et les États-Unis avec Joe Biden vont adhérer à la nouvelle force Takuba qui a été mise en place par la France, qui constitue un espace multilatéral pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Moi, je pense que, pas forcément adhérer, mais les États-Unis viennent souvent pour ces genres d'opérations en soutien logistique et surtout en soutien en termes de renseignement. Et ce sont ces renseignements-là qui permettent aux forces françaises, aux différentes forces présentes dans la région, de combattre les terroristes. Joe Biden, locataire de la Maison-Blanche, hérite une Amérique divisée, muée dans un isolationnisme inédit. Quels sont les défis qui attendent Joe Biden, tant sur le plan national, le plan international, que dans le contexte multilatéral? Joe Biden doit s'attaquer aux grands problèmes qui minent la société américaine aujourd'hui, en commençant par la lutte contre la Covid-19 pour réfléchir sur comment juguler cette crise, le plan de riposte. Il dit qu'il va créer une task force pour lutter contre la Covid-19. Ensuite, second défi, c'est la question du racisme. Il va falloir que Joe Biden arrive à réunir toutes les différences raciales aux États-Unis. Et également, Donald Trump doit s'attaquer à la division profonde qui existe aujourd'hui entre les forces politiques américaines. Avec l'avènement de Joe Biden, on pourra assister au professionnalisme diplomatique qu'on connaît des États-Unis d'Amérique. Et premièrement, Joe Biden doit s'attaquer à la reconstruction de l'alliance transatlantique. Vous savez que l'alliance transatlantique, qui est une alliance historique entre l'Europe et les États-Unis, a beaucoup souffert de la rhétorique de Donald Trump.
des guerres, des menaces, etc. Menaces de retirer, de diminuer la part de cotisation des États-Unis au sein de l'OTAN, etc. Également, il va falloir que Joe Biden revienne sur certains accords. Et il a déjà annoncé qu'il va réintégrer les États-Unis. L'accord de Paris sur le climat, par exemple. Voilà. Donc, des questions pendantes telles que le nucléaire iranien, la question de Cuba, que Barack Obama avait déjà réglé, mais Trump est revenu là-dessus. Donc, je crois que tous ces problèmes vont être attaqués, vont être réglés par Joe Biden. Je dis que l'Amérique a reconstruit sur tous les plans. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Paye. Merci d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Augustin Kossi pour cet entretien avec donc Kofi Paye, spécialiste de l'histoire des relations internationales. Et c'est sur cet entretien que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.